Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour vous parler aujourd'hui de l'endométriose. Alors, je suis désolé, mais je vais vous décevoir d'entrée car je ne prétends pas vous présenter un traitement miracle pour guérir de l'endométriose, mais je vais vous parler plutôt d'environnement, d'écologie, pour une prise en charge de terrain dans un but de prévention et d'accompagnement. Donc, les personnes qui m'écoutent et qui attendaient une solution miracle peuvent d'ores et déjà se déconnecter. Alors pour celles et ceux qui sont restés, et j'espère qu'il y en a quelques-uns, il faut savoir que l'endométriose touche au minimum une femme sur 10. Le diagnostic se fait en moyenne entre 7 et 10 ans après l'apparition des premiers symptômes, ce qui laisse le temps à ces jeunes femmes de bien souffrir, d'être baladées de service en service. Et puis après plusieurs tentatives d'avoir un enfant, on émet enfin l'hypothèse d'une endométriose que l'on confirmera par une IRM ou une inspection laparoscopique. Donc l'endométriose est définie comme un processus immuno-inflammatoire, oxydatif, prolifératif, ça de manière de chronique et sous la dépendance des œstrogènes. Alors, l'endométriose affecte principalement les tissus pelviens, mais elle peut se propager à l'ensemble du corps. Pour caractériser cette maladie immuno-inflammatoire chronique de l'endomètre, on pourrait utiliser le sigle MICE, M pour maladie, I pour immuno-inflammatoire, C pour chronique et E pour endomètre, ce qui signifie souris en anglais. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà eu des souris chez vous, mais les dégâts causés par les souris sont rarement l'endroit où vivent les souris. En effet, on retrouve celles-ci volontiers dans les combles ou à la cave, mais chaque nuit, elles vont passer par des petits trous, par des petits conduits, pour aller, alors principalement dans la cuisine, grignoter la nourriture, mais aussi dans les chambres ou dans les autres pièces de la maison. On y reviendra plus tard. Alors la complexité de la prise en charge de l'endométriose vient du fait qu'il s'agit d'une maladie multicausale résultant de l'action combinée de facteurs à la fois génétiques ou épigénétiques. Donc l'épigénétique, c'est l'expression des gènes, c'est-à-dire qu'on peut avoir un gène, mais il peut ne pas s'exprimer ou alors s'exprimer partiellement ou avec des protéines qui ne seront pas efficaces. Nous avons aussi des facteurs environnementaux, avec par exemple la présence de perturbateurs endocriniens pendant la grossesse ou après la naissance, qui vont être responsables d'une hyperœstrogénie, avec des jeunes filles qui seront réglées plus jeunes et donc soumises à un climat œstrogénique plus intense sur une plus longue durée. Nous pourrons aussi avoir des facteurs liés aux menstruations, comme par exemple l'existence des menstruations rétrogrades, qui a été l'une des premières théories pour expliquer l'endométriose. Mais il faut savoir que 90% des femmes ont des menstruations rétrogrades et que seulement, je dis seulement, mais c'est déjà beaucoup, 10 femmes sur 10, 10% sont diagnostiquées endométriose. Il y aura aussi des déficits ou des excès nutritionnels qui peuvent avoir un impact sur la pathologie et notamment sur l'inflammation. Et depuis maintenant une dizaine d'années, il y a un nouvel acteur qui est rentré en jeu. Il s'agit du microbiote intestinal qui représente à lui seul plus de 3 millions de gènes qui s'expriment ou pas suivant l'environnement auquel il est soumis. Sa composition est influencée par l'environnement, mais son premier modulateur, c'est l'alimentation. Et l'appauvrissement du microbiote intestinal ou microbiote malade, unhealthy, euh, par déficit et ou excès de bactéries santé dépendantes ou présence de bactéries pathogènes sera une condition essentielle à l'apparition de pathologies telles que les pathologies digestives, bien sûr, mais également extra-digestives telles que les maladies auto-immunes, les maladies métaboliques comme le diabète de type 2, les maladies cardiaques, neurologiques ou les pathologies hormonales comme l'endométriose. Alors, comment des bactéries intestinales peuvent agir au niveau de l'utérus? Alors tout d'abord, il faut savoir que la grande majorité des femmes qui sont atteintes d'endométriose souffrent de troubles digestifs
Et fait intéressant, il semblerait que plus le microbiote intestinal de la patiente est appauvri, plus les symptômes sont sévères. Ensuite, il semblerait que les bactéries qu'on retrouve dans l'endomètre et qui causent l'inflammation de l'endomètre n'ont pas été trouvées dans le vagin et ressemblent plus à des bactéries intestinales, ce qui suggère que ces bactéries ne sont pas d'origine locale, on va dire, mais que cette colonisation provient bel et bien de la muqueuse intestinale. En effet, la translocation bactérienne intestinale dans l'environnement utérin va déclencher une réaction inflammatoire, une vascularisation augmentée, une croissance plus importante des lésions observées dans l'endométriose. Et là, je reviens à mes petites souris de tout à l'heure. Donc, euh, c'est comme ces petites souris, c'est comme si ces bactéries ou ces fragments bactériens, c'était mes petites souris. Et tous les mois, elles vont sortir au niveau des intestins et aller se balader jusqu'à l'endomètre où elles vont déclencher une réaction inflammatoire. Et avec un climat hyper œstrogénique, vont pouvoir transformer des cellules souches endométrielles en endomètres de façon plus importante. Et toutes ces cellules vont être reflues par les menstruations rétrogrades, donc on en revient à la première théorie, dans le liquide péritonéal et conduire à la pathogénèse de l'endométriose. En même temps, la présence au niveau intestinal de bactéries telles que les Bacteroides, les Bifidobacterium, les Escherichia, les lactobacilles peuvent réactiver des œstrogènes inactifs en œstrogènes actifs et ils peuvent également synthétiser des enzymes qui vont augmenter la quantité d'œstrogènes périphériques produites. Et ces œstrogènes qui se retrouvent à la périphérie sont envoyés dans la circulation sanguine vers l'environnement endométrial et péritonéal et qui vont augmenter ainsi la quantité d'œstrogènes ovariens ainsi qu'une absence de pulsatilité qui va être nécessaire au bon fonctionnement de l'appareil reproducteur féminin et notamment en cas de désir de procréation. Alors l'endométriose ne se limite pas à la cavité utérine, il existe également des lésions extra-utérines. Donc ces cellules inflammatoires, les bactéries pathogènes ou les fragments bactériens et les œstrogènes en excès qui passent dans la circulation sanguine vont participer à la formation de tissus endométrial extra-utérins en stimulant de manière intense les cellules souches de la moelle osseuse. Il a été démontré que les bactéries du microbiote intestinal des patientes souffrant d'endométriose sont capables de fabriquer en quantité anormale des produits qui vont favoriser l'inflammation, qui vont favoriser la nécrose et qui vont créer un environnement permissif à la prolifération des agents pathogènes urogénitaux. Alors, il existe plusieurs types d'endométriose et pour un même type d'endométriose, chaque patient va développer des signes cliniques différents avec une réponse au traitement qui va être différent. L'analyse du microbiote intestinal nous permet d'avoir cette prise en charge objective et individualisée pour une efficacité maximale. Alors, cependant, que ce soit pour l'endométriose, mais comme pour toute autre pathologie, il n'existe pas de signature microbiote maladie. En gros, cela signifie qu'il n'existe pas une bactérie ou une famille de bactéries responsables de l'endométriose. C'est plus un terrain. Une seule chose revient constamment, c'est que toutes les femmes atteintes d'endométriose présentent toutes un microbiote malade avec des bactéries qui déclenchent l'inflammation, l'infection et la surproduction d'œstrogènes. Alors, outre le fait de proposer une prise en charge personnalisée aux patientes atteintes d'endométriose, l'analyse du microbiote intestinal va permettre d'agir en prévention. Donc, lorsque nous serons face à l'un de ces signaux d'avertissement, nous pourrons proposer l'analyse du microbiote pour agir bien avant des conséquences désastreuses. Et il s'agit notamment, par exemple, chez les jeunes filles qui sont réglées avant 12 ans ou en cas de douleur à la défécation ou lors des rapports sexuels. Et en toute fin de parcours, dans les cas d'infertilité, il sera intéressant de proposer une analyse du microbiote intestinal.
Il est donc important de prendre en charge le microbiote intestinal des patientes atteintes d'endométriose, mais également de toutes les femmes présentant ces drapeaux rouges que l'on vient de voir. En effet, une fois que nous avons déterminé la composition exacte de votre microbiote, qui est, je vous le rappelle, unique à chaque personne, vous êtes toutes différentes, il sera alors possible de proposer une alimentation adaptée ainsi qu'une supplémentation en prébiotiques ou probiotiques en cas de microbiote réellement malade. Donc, levez le nez de l'utérus chez les patientes atteintes d'endométriose et allez voir de manière non invasive leur microbiote intestinal permet donc une prise en charge du terrain pour une diminution des symptômes et une diminution des conséquences désastreuses de cette pathologie. Alors pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter via l'adresse mail de contact contact@nutrition-physiologique.com et je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.